bonsoir. Merci à vous d'être là. Il faudrait qu'il faut que je me mette dans la lumière. Écoutez, après Emmanuel Rubio et Georges Dupin, au nom de Guillaume Salem, président de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, je suis lequel me prie de l'excuser auprès de vous. Je suis très honoré d'accueillir ici l'artiste plasticien Alexandre Périgot, qui est au premier rang et qui va me rejoindre pour cette soirée qui inaugure sa résidence critique 2017-2018. Et nous sommes très fiers de le recevoir dans cette enceinte. Alexandre Périgot proposera jusqu'en juin prochain une série de conférences performances, donc celle-ci est la première. Je vous ai intitulé très appétissant « Maison témoin, la maison de Dalida, n'y a-t-il plus que des maisons de stars pour nous faire rêver ?» Par ailleurs, sous le titre Mikasa et Sukasa, Alexandre Périgot produira une œuvre archivant une collection composée, si je m'abuse, de 20 photos réalisées à Paris. Et Mikasa et Sukasa prendra place à l'occasion de la réouverture du hall du pavillon de tête en fin d'année, sous le péristyle. Ce sera une promenade iconique en compagnie de Barbara, Coluche, Depardieu, Dalida, Gainsbourg, Piaf, Deneuve, Christophe, etc. On connaît bien ici le travail d'Alexandre Périgot. Depuis de très nombreuses années, il s'évertue, non sans une réjouissante acidité, à débusquer les mises en scène, les mises en spectacle de notre société, dévoilant en quelque sorte l'envers du décor. Je pense en particulier à cette exposition, c'est très belle, qui s'appelait « Mon nom et personne », qui inaugurait le musée une nouvelle salle du musée d'art de Nantes, et rassemblant une collection de tableaux non signés ou anonymes. Et je crois que cette exposition doit circuler et être abondée à Pantin prochainement. Bon. Mais place, je n'ose pas dire au spectacle, mais plutôt à la contre-offensive du spectacle. Merci Alexandre Périgot, c'est à vous. Oui, ça marche ? Oui. Oui, bonsoir. Donc, à l'invitation de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, j'ai eu envie de proposer cette conférence. Il y en aura quelques-unes qui suivront, mais celle-ci est une introduction à la question qui m'anime depuis de longues années et qui vous anime et qui anime, je pense, tout à chacun, la question de la maison. Alors, on va voir ensemble une divagation autour de cette question de la maison, à savoir que dès le départ, pour moi, ce qui m'intéressait, qui m'a intéressé dès le départ, c'était cette question de la relation qu'on entretient avec la maison, mais... et je reviendrai là-dessus, surtout à un moment très précis, mais c'est que j'habite un corps qui habite un lieu. Et donc, on va voir ensemble différents aspects. Je m'étais posé beaucoup de questions, de savoir comment je vous parlerai de mes maisons. Il me semblait que c'était intéressant de commencer par ce statement de Gordon Matta Clark, puisque le glissement entre art et architecture, la tension qui existe, elle peut être à la fois des fois indicible, mais aussi du grand écart. Et s'il n'y a que la plomberie qui peut distinguer l'art de l'architecture, on verra ensemble qu'il y a surtout des enjeux où des fois l'art précède l'architecture, ou l'architecture précède les questions inhérentes au champ de l'art. En tout cas, l'un se nourrit de l'autre. Et je m'étais demandé comment, est-ce que je n'allais que vous parler, est-ce que j'allais vous montrer des images. Et puis à des moments, je me suis dit peut-être que ce serait bien de leur montrer des films. Alors il y a des films qui ont été très importants sur la question de la maison, mais ça c'est revenu, hein, vous savez, de sous-bassement, hein, de choses comme ça indicibles et récurrentes dans notre mémoire. Et il y avait un film, Les Souvenirs de la Maison Jaune,
un film portugais de João César Monteiro, qui a été très important, parce que j'ai découvert ce cinéaste avec ce film. Et ce film qui se passe dans une vieille pension, qui fait penser au Père Goriot, joue très bien la question de la maison, puisque le personnage, et entre autres João César Monteiro, eh bien, ce personnage va aller dans la transgression et se retrouvera dans l'espace urbain. Et la question de la maison, justement, se pose de façon très ironique, très critique. Et elle est liée directement à la question du corps vieillissant, du corps dans tous ses états, hein, que ça touche à la sexualité, que ça touche aux politiques. Et voilà. Donc, et puis il y avait d'autres réminiscences aussi sur lesquelles ça me paraissait important. Je m'étais dit peut-être que je vais simplement leur parler d'un livre. Parce qu'il y a un livre de Enrique Villamatas, et cet ouvrage s'intitule Un air de Dylan, et c'est l'histoire d'un jeune garçon qui ressemble à Bob Dylan. Mais ce qui, moi, m'a passionné, c'est son activité, c'est-à-dire ce qu'il recherche, c'est de créer les archives de l'échec. Et ces archives de l'échec, il décide même de faire une conférence dont il espère que tout le monde partira, c'est-à-dire que tout doit être échec. Et cette question de l'échec, cette question de l'archivage, d'en faire une collection, pour moi était très importante, mais aussi ce qu'il dit, Enrique Villamatas, à un moment il s'intéresse à Barcelone et il en parle comme il dénonce de manière ironique et très critique la disneyisation de Barcelone, ainsi que qui devient une sorte de décor en carton-pâte. Et d'ailleurs, cette année, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais à Barcelone, il y a des personnes qui à leur balcon, manifestaient le trop-plein de tourisme culturel qui, à un moment, transforme les villes en de simples décors. Donc on verra ensemble, je me suis dit que c'était peut-être bien qu'on fasse une divagation visuelle, et on va tout de suite regarder. Alors j'avais un appareil pour tourner les images, mais on va revenir au manuel pour envoyer le film. Gloria. Her house is this big one here to the left. The house coming up on the right with the white picket fence is the home of poor Mary Alice Young. Now played from Beyond the Grave by Brenda Strong. The voice you heard earlier in the clip. The blue and brick house to the right is the home of Green, played by Parker Cross. On the left, the yellow house is the home of Susan, played by Terry Hatcher. The green house is the home of Lynette, played by Felicity Huffman. And the pink house ahead is the home of Renee, played by Vanessa Williams. It also was the home of Edie, played by Nicola Sheridan. And again, Brenda Strong is the voice of the late Mary Alice Young. The next morning, Edie Britt decided to announce her return to Wisteria Lane. Okay, you're not going to believe this, but you? You know someone else might age with water like this? Well, what happened to your tenant? He came into some money and stuff. Donc il y avait juste un petit souci. Je ne sais pas si vous avez vu une grande partie de l'extrait, mais évidemment il s'agissait d'un extrait de Desperate Housewives. Et actuellement, on peut visiter les maisons de Brenda et compagnie. C'est une visite qui est organisée par les studios d'Hollywood. Et ces maisons inhabitées, ce décor, on nous demande, on nous propose de nous projeter et de revivre les extraits qu'on entend en voix off de Desperate Housewives. Alors, je vous ai montré ce passage parce que les maisons, il y a eu un moment où il m'est arrivé d'habiter, non pas une maison, mais je logeais à Montmartre, à la Cité des Arts. Et c'était la première fois où je vivais vraiment au cœur de Paris, dans un lieu hautement
patrimoniale et touristique. Et vous savez qu'à Montmartre, on se promène et il y a énormément de touristes qu'on voit en grappe avec des drapeaux pour les guider. Et on leur explique qu'ici, il y a vécu Picasso, ici Van Gogh, ici a séjourné Toulouse-Lautrec. Et à un moment, au détour d'une rue, on dit aux gens, ici a habité Dalida. Et là, j'ai pu observer que tout le monde fait « Ah !» Alors pour moi, c'était très intéressant parce que la maison de Dalida n'a rien d'extraordinaire. C'est une maison en meulière qui n'a pas de caractéristiques architecturales vraiment très originales. Mais le fait qu'elle soit habitée qu'elle ait été habitée par Dalida, tout de suite, on la transforme. Et ce rapport subjectif que moi j'intitule la plus-value sémantique, c'est-à-dire qu'il suffit d'attribuer le nom d'une célébrité, de la notoriété à un objet, ou bien ici une architecture, une maison, eh bien ça fait qu'elle devient tout à fait autre. Et c'est pour cela que j'ai mis comme sous-titre « Est-ce qu'il n'y a plus que les maisons de stars pour nous faire rêver ?» Et donc là, vous voyez le projet tel que je l'avais réalisé à l'époque. C'est la reconstitution en décor de cinéma, donc en bois peint, 17 mètres de hauteur, à l'échelle 1, de la maison de Dalida, qui se trouve à Montmartre et qui était au centre Pompidou. On est en 99, et donc ça partait d'en bas du foyer et ça montait jusqu'au plafond. Donc c'était pendant 4 mois présenté là, et elle va peut-être être remontée là prochainement, puisque l'idée c'est de la remonter pour qu'elle jouxte près de la place de Dalida. Voilà. Alors on va continuer dans cette petite promenade ensemble, et ça c'est une autre maison donc, que j'ai réalisée, puisque dans cette lancée de ces maisons, il y en a une qui est la plus visitée au monde. Il s'agit de la maison d'Elvis. Alors l'idée ici, c'était que j'étais à Memphis et j'ai pu mesurer la maison, toutes les pièces, et ensuite je l'ai retransposée avec un logiciel d'architecture qui s'appelle Archicad. Et je l'ai reconstitué avec des tubes d'échafaudage qui sont en acier galvanisé, ce qui permet la nuit, juste avec un simple éclairage, que ce soit totalement incandescent et que l'on revoie le dessin que l'on avait sur l'ordinateur. C'est-à-dire on a une sorte de présentation virtuelle, mais qui prend, c'est une maison filaire, qui prend toute sa densité au fur et à mesure que l'obscurité tombe. Alors on peut la traverser, et j'invite des amis musiciens à se produire dedans et à réaliser différentes performances sonores. Alors on avait utilisé l'échafaudage, puisque l'idée, un peu comme d'avoir une sorte de statement, l'idée, c'était de construire une maison avec ce qui sert à la construire, puisqu'en effet, on utilise les échafaudages pour construire, et une fois que le bâtiment est réalisé, on les enlève. Ici, c'est tout à fait l'inverse, puisque ce sont les échafaudages qui permettent de construire la maison mentalement, et il reste. Si on les enlève, il n'y a plus rien. Alors cette maison, elle est itinérante. Elle était à Riga, elle était à Rome, elle était à Glasgow, elle était à Lisbonne. Enfin voilà, donc là, c'est devant la Cité de la Musique, il y a quelques années. Alors, on continue. Et oui, donc voici, ça c'est la version Asie, puisque comme on utilise les échafaudages métalliques en Occident, on est sur le site de la Land Foundation, à côté de Chiang Mai, chez Rikriti Naranajiva, et on voit derrière une maison de Tobias Reberger, et sur la droite, l'amorce de la maison de Philippe Parreno et François Roche. Et il y a encore toute une série de maisons de Karsten Oller et différentes. C'est un projet qui se trouve dans la jungle. Rikrit a acheté des rizières et il invite des artistes à réinterroger cette question de la maison, puisqu'on réalise des projets
qui peuvent être utilisés. Donc moi, j'avais organisé toute une série de concerts pendant 2 mois à l'intérieur. Et il y a aussi Superflex qui a réalisé... il y a plein de systèmes autonomes. Hein. On produit sur place le gaz, enfin c'est du méthane qui est produit. Il y a l'éclairage qui est produit par les buffles qui entraînent une mini-centrale de Philippe Parreno là sur le côté. Enfin voilà, donc c'est un univers assez intéressant puisque ça existe depuis 15 ans et c'est restauré en permanence. Et c'est sur l'idée justement de ne plus jouer le côté de l'artiste star, mais d'entreprises participatives, collaboratives, enfin en tout cas qui mettent en place des formes d'économie, des formes de poésie qu'on va retrouver plus tard dans quelque chose que je vous montrerai, que j'ai vraiment à cœur de vous montrer. Alors on va continuer avec ça. Alors dans ces maisons à plus-value sémantique, il y en a toute une série que vous allez voir. Donc voilà une maison, une belle maison en Toscane. Mais si je vous dis que c'est la maison de Pinocchio, c'est là que Pinocchio a été écrit, eh bien tout de suite ça change. Et c'est une maison qui est à vendre, et évidemment avec la plus-value sémantique pour une plus-value fiduciaire. Alors, on y va. Peut-être vous reconnaissez cette maison. Elle est célèbre. Elle est célèbre par celui qui l'a habitée. C'est une ancienne gare. C'est Neverland. C'est la maison de Michael Jackson. Et on pourrait continuer. Ici, c'est une maison aussi qui est aussi à vendre. J'ai pris quelques maisons à vendre parce que je me suis dit que certains pourraient devenir acquéreurs. Ça, c'est la maison au Québec de Céline Dion. Et on continue sur ces principes de la plus-value, sur les notions de célébrité et de notoriété. Là ici, c'est pas une star du cinéma ou du music-hall ou de la variété, mais c'est un musicien, Robert Storr, un musicien qui s'est fait connaître à l'époque du punk et qui est devenu architecte et qui a dessiné 2 maisons. Donc celle-ci, c'est Rosa Muerta, qui utilise tous les codes noirs du gothique. Et on a Acido Dorado, qui est une autre version, donc qui reflète la couleur du désert par un système de miroir et une couleur dorée aussi métallique. Alors, Acido Dorado était une maison pour, ce que disait Robert Storr. Alors, est-ce que c'est l'allégorie ou la critique par rapport au Golden Boy et le krach boursier? Alors, ça, c'est une maison récente d'un artiste. C'est une maison d'un artiste que si vous allez à la Biennale de Lyon, vous pouvez voir son œuvre. C'est Doug Aitken et cette œuvre s'appelle Mirage. Donc vous voyez, c'est un système simplement de miroirs qui reflète où voilà, un travail sur la perception et la maison apparaît, disparaît selon les variations de lumière et du paysage. Alors ici, on a tout à fait autre chose. Ça rejoint cette question de ces notions de célébrité, ces notions de notoriété qui m'intéressent beaucoup. Et elles m'intéressent beaucoup par rapport à leur puissance, comme je vous disais, d'augmentation d'un objet, et ici de l'architecture. Et donc, il n'y a pas que les stars, on le sait très bien, comme je disais précédemment, de la variété, du cinéma ou de la littérature, mais on a aussi les archistars, on les appelle comme ça aujourd'hui. Et il y a un projet qui est en train de se réaliser en ce moment, en Mongolie intérieure, et c'est un projet de l'artiste chinois Ai Weiwei,
Et donc ce projet consiste s'appelle Ordos, et ce projet consiste à réaliser 100 maisons d'architectes. Donc c'est piloté entre autres par Herzog et de Meuron. Et donc il y a 100 architectes du monde, des très célèbres, qui sont invités à construire chacun une maison de 1000 mètres carrés. Donc ça donnera, c'est un lotissement, une collection d'architecture contemporaine dans un lieu en Mongolie intérieure. Alors si je vous le montre, c'est entre autres que ce projet évidemment a un succès retentissant, mais qui pose, enfin à mon avis, des questions sur, enfin, simplement d'ordre éthique et peut-être moral, mais c'est toujours délicat de le poser comme cela. En tout cas, dans cette région, ce projet n'est pas simplement accepté par les populations locales et il est plus imposé que accepté. En tout cas, il se situe, je trouve, vraiment à l'encontre de ce que l'on attendrait aujourd'hui en termes de relations entre art et architecture. Voilà, alors nous arrivons à House of Dust. House of Dust, qui est un projet qui, comme son nom l'indique, une maison de poussière. Et cette maison, elle est à penser en termes de concept. C'est l'œuvre de Alison Knowles, une artiste américaine, qui, dans les années 70, on est en 1967, va créer un poème en forme de quatrain. Et ce poème, généré par ordinateur, le premier poème généré par ordinateur, est une invitation à revisiter la notion même de maison. Et elle va créer des dispositifs. Donc le premier était à Cole Art et le second, je ne me souviens plus, où des artistes, des étudiants venaient. Et ce dispositif, cette maison, eh bien, les accueillait ces différents invités qui s'invitaient des fois d'eux-mêmes. Et il y en avait des célèbres comme Alan Capro, entre autres, tout le mouvement Fluxus qui s'est associé à ce projet de House of Dust. Et cela produisait des événements. Il y avait des films, des performances, des objets, des architectures. Alors j'avais aussi une deuxième image, mais on ne va pas faire une conférence sur Alison Knowles. Si je vous le montre, c'est parce que actuellement, on a la chance de pouvoir voir à Paris, au CNAI à Pantin, une exposition de Alison Knowles, une réactivation de ce projet, de House of Dust. Et elle le réactive avec plus de 25 jeunes artistes. Et je vous invite vraiment à aller voir. Mais je voudrais vous lire juste 3-4 correspondant à ce poème généré par ordinateur de House of Dust. Donc ça commence toujours par une maison, et ensuite on a des considérations qui touchent aux personnes et aussi des ambiances climatiques. Une maison de verre le long d'une rivière, utilisant de l'électricité, habitée par ceux qui invitent les autres. Une maison de sable dans une métropole utilisant tout type d'éclairage, habitée par des gens de tous horizons. Une maison d'acier dans une usine désaffectée utilisant de la lumière naturelle, habitée par des gens qui aiment manger ensemble. Alors, dans cette proposition de House of Dust, de poussière, qui est quelque part la maison comme une arme, comme une arme poétique, mais aussi politique, dans le sens très fort, j'ai retrouvé quelque chose dont je me souvenais qui m'avait énormément frappé. C'est ce qu'on appelle les maisons clous.
Alors, vous savez, on dit avoir un clou dans sa chaussure, enfin c'est quelque chose qui nous gêne, qui est gênant. Eh bien, ces maisons clous, ce sont des maisons qui sont gênantes. Elles sont gênantes pour les urbanistes, mais aussi pour les promoteurs. Et il se trouve que ce sont des maisons qui résistent. Enfin, en tout cas, elles incarnent la résistance jusqu'au bout, puisque vous voyez ici, le propriétaire n'a pas voulu céder et on a construit tout autour de cette maison. Alors, il y a plusieurs exemples, hein. Et les maisons clous, évidemment, on en trouve dans les lieux où l'on construit le plus aujourd'hui, et c'est la Chine qui est la première productrice de maisons clous. En voilà une. Donc, ce qu'il faut, c'est ne pas quitter sa maison, hein, puisque c'est la loi, hein, c'est que tant qu'il y a quelqu'un dedans, on ne peut pas la raser. Alors, celle-ci est très parlante, parce que c'est l'autoroute, hein. Donc, il suffit d'imaginer de nuit, mais comment une maison peut tenir contre même l'autoroute et son tracé. Donc, dans les maisons clous, il y a celle-ci qui est célèbre, hein, puisqu'elle elle a été très médiatisée, cet immeuble, et on voit là où il y a la banderole, hein, il ne bougeait pas, il se relayait pour ne pas céder à la destruction. Voilà. Alors là, on est tout à fait ailleurs. On est là où je suis arrivé un peu en ce moment. Si je vous montre cette image que je trouve fascinante, c'est une image de 1930. Elle n'est pas vraiment localisée. C'est une roulotte de Berger. C'est en France. Et je l'ai trouvé extraordinaire parce que on a deux maisons qui s'encastrent. Hein. Il aurait pu en avoir qu'une. Hein. C'est pas vraiment une roulotte. Hein. C'est vraiment deux petites maisons sur roulette. Alors, je vous la montre parce qu'elle précède une œuvre que j'aime énormément de Mike Kelley, mais aussi parce qu'elle introduit sur ce sur quoi je travaille actuellement, qui est vraiment cette question de la notoriété, de la célébrité, mais non pas simplement comme un artifice, mais quelque chose qui va toucher beaucoup plus loin à la fois notre histoire et notre rapport aux questions qui sont soulevées par cette question de la célébrité, de la notoriété. Et cette image provient d'un fonds qui est celui du MUSEM à Marseille, avec lequel je travaille actuellement pour récupérer des œuvres anonymes. Je fais actuellement, justement, dans un principe un peu dialectique, j'oppose à ces architectures célèbres celles qui ne le sont pas, et je le fais à l'échelle d'une collection, une collection qui reprend un peu des principes comme Borges avec sa bibliothèque de Babel, ou bien Brotigan, hein, aussi avec sa bibliothèque des refusés, et ainsi de suite. Et moi, j'avais envie, et j'ai commencé à Nantes, et je vais faire une restitution donc, de ces œuvres anonymes issues de collections, des œuvres qu'on ne montre pas, mais qui posent avant tout la question du regard que l'on pose dessus, puisque nous sommes nus, notre jugement, et ce qui est convoqué, c'est cette notion de subjectivité, qui est liée vraiment le fait que vous sachiez qui en est l'auteur, qui ne l'est pas, et si c'est anonyme, c'est tout à fait différent. Voilà, donc cette maison est apparue dans ma petite collection, et je l'affectionnais particulièrement. Et voici donc le projet de Mike Kelley. Donc il y a quelques années déjà, puisque Mike Kelley est décédé, il s'est suicidé récemment. Et voici son projet. Son projet, ce que vous voyez ici, c'est une maison américaine. On est à Detroit, donc une ville qui a tous les stigmates de la crise, hein.
la grande crise économique, eh bien, cette maison, c'est la copie de la maison où Mike Kelley a grandi. Et cette maison, il l'a faite donc reconstruire, et elle se promène, elle est mobile, et elle se promène et elle refait, un peu sur un principe d'anamnèse, toute l'histoire de Mike Kelley. C'est-à-dire qu'elle voyage de la ville jusqu'à la banlieue où se trouve la maison. Et on va avec cette maison, chaque fois qu'elle s'arrête, Mike Kelley invite les différentes communautés, les habitants, à produire eux-mêmes des événements de type musicaux ou culinaires. On est vraiment chaque fois autour de cette maison en train de rejouer quelque chose qui sont les relations humaines. Et cette pièce va finir, c'est ce qui s'est passé, à être posée comme une jumelle à côté de la maison originale des parents de Mike Kelley. Et ici, donc, c'est la maison vraiment comme une extension du corps qui enferme toute la mémoire, et la mémoire de l'enfance, de l'adolescence jusqu'à l'âge adulte de Mike Kelley. Alors là, c'est une toute autre maison que j'avais déjà montrée une fois ici à la Cité d'Architecture, mais qui pour moi est incontournable dans ce qu'elle met en œuvre. Il s'agit de la maison de Ben Laden, en tout cas de sa destruction, juste après sa disparition, puisque vous savez que ici, ça touche vraiment à ce que j'ai dit en préambule, cette relation du corps et de la maison. Alors, on parle de corps de bâtiment, mais là, ça va beaucoup plus. Vous savez que on a fait disparaître le corps de Ben Laden. On suggère qu'il ait été jeté en mer. En tout cas, on ne sait pas où. Et la maison a été détruite dans la foulée. Et si elle a été détruite, c'est parce que évidemment, il fallait détruire tout signe qui puisse devenir un lieu de pèlerinage pour des gens qui voudraient rendre hommage à quelqu'un comme Ben Laden. Alors moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'était le fait qu'on se soit acharné sur cette maison. Et qu'on se soit acharné, et je me suis souvenu de ce texte de l'Iliade où Achille décide de ne pas rendre le corps d'Hector et prononce ces phrases qui reste une question très importante sur les lois de la guerre qui sont transgressées, puisque on rend le corps de l'ennemi. Alors qu'ici, pour la première fois, voici ce que dit Achille. « Je ne rends pas ce corps, car je veux le contempler, le démembrer. Chien, ne me supplie ni par mes genoux, ni par mes parents. Plutôt Dieu que j'eusse la force de manger ta chair crue pour le mal que tu m'as fait. Rien ne sauvera ta tête des chiens, quand même on m'apporterait 10 et 20 fois ton prix, et nul autre présent. Quand même le Dardanide, Priamos, voudrait te racheter ton poids d'or. Jamais la mère vénérable qui t'a enfanté ne te pleurera couché sur un lit funèbre. Les chiens et les oiseaux te déchireront tout entier. » Alors, ça, c'est une œuvre de Wai Yongping qui, lui, a reconstitué donc cette maison de Ben Laden, d'après des images de Google, et il a planté un jardin avec son projet, c'est de montrer, souvent chez Wai Yongping, comment la dimension de la nature, les rapports nature-culture, et que la nature reprendra le dessus. C'est-à-dire que tout va pousser et l'architecture disparaîtra. Alors, dans cette question de disparition, voilà un lieu qui est constitué par les décombres de maisons,
hein, d'appartements, de maisons, puisqu'il s'agit du Teufelsberg, et on est à Berlin, et c'est la montagne du diable. Elle a été simplement constituée sur les décombres de Berlin, et aussi construite sur un bâtiment qu'on n'arrivait pas à détruire, et dans l'urgence, il fallait le recouvrir, plutôt qu'on n'arrivait pas à le dynamiter complètement. Donc il s'agit de l'académie militaire qui est dessous, et ces montagnes servent aujourd'hui à la villégiature des Berlinois qui se promènent ou qui font du ski en hiver lorsque il y a la neige. Alors on entre dans un autre registre, hein, on pourrait, dans mes divagations, j'ai glané quelques images, et ça c'était l'année dernière. Je ne sais pas si c'est autorisé en France, enfin voilà le délire patriotique pour la campagne de Trump. Certains habitants transforment leurs maisons qui deviennent de véritables étendards par rapport à leurs idées politiques. Et on revient un peu avec nos maisons clous qui ne sont pas de vraies, mais si je vous montrais cette image, c'est parce qu'elle fait partie d'un concours que je ne connaissais pas, qui est un concours de photos d'architecture, et donc c'est un des candidats, excusez-moi, je n'ai pas son nom, je l'ai perdu, je ne sais plus où je l'ai mis, et j'affectionnais cette photo, c'est-à-dire devant un colosse, c'est un casino, hein, c'est dans le Wisconsin. Voilà, alors là on est tout à fait ailleurs, c'est une photo qui remonte à un de mes souvenirs lorsque j'ai traversé le Caucase, il y a une quinzaine d'années maintenant, à peu près. Et ici, on est à Tbilissi, hein, en Géorgie. Et c'est un immeuble qui est central, hein, en centre-ville, qui est un ancien hôtel. Et les réfugiés abkhazes de l'Abkhazie, vous savez, le conflit terrible de l'Abkhazie a fait que ces réfugiés ont investi cet hôtel. Et moi, ce qui m'a vraiment intéressé, c'était l'appropriation. C'est-à-dire que chacun construit avec du bois, il n'y a pas d'architecte, il n'y a pas d'artiste, chacun a aménagé et continué. Là, ça a évolué, hein. Après, il y en a qui ont peint, il y en a qui ont dessiné, les couleurs changeaient. En tout cas, chaque appartement devenait une sorte de plug, enfin d'amélioration de l'habitat, mais géré par les habitants eux-mêmes. Alors, si on arrive là, c'est en introduction, évidemment, à la question de l'architecture liée à la question de l'urbanisme, la maison témoin, hein, témoin de toutes ces pérégrinations. Et comme je vous dis, j'ai réfléchi longtemps de savoir quelle forme je pourrais prendre pour vous présenter mes divagations et arriver à une proposition. Mais il y a quelqu'un qui parle beaucoup mieux que moi, je pense, de tous ces enjeux. C'est Benoît Poelvoorde dans ce qu'on appelle la leçon d'urbanisme. Donc on l'écoute. Tu vois, ici, on est dans un quartier à majorité de vieilles personnes. C'est-à-dire que les urbanistes conçoivent des logements dits sociaux. Hein, c'est-à-dire des logements faits pour les jeunes, pour les jeunes couples qui démarrent, hein, pour les ouvriers, pour les ménagers, mais aussi peut-être pour les chômeurs. Hein. Tout ceci dans le plan d'une restructuration des plans de secteur visant à vaincre la solitude du troisième âge en l'intégrant à la population active. C'est une chouette idée. Mais où je ne suis pas d'accord, et c'est là qu'est la faille, c'est comment peut-on concevoir des habitations sociales sans la moindre recherche esthétique. Ça n'est pas possible. Hein. Je suis désolé. Allez. Hein. Bon. Ils avaient pensé à installer des cerisiers du Japon tout le long des allées. Tu vois, un peu dans le style cité balnéaire anglaise. C'est une riche idée. Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait? Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait? Si, ils l'ont fait. C'était pas mal parti. Mais ils se sont arrêtés là. Et c'est ça qui est dommage. Hein. Tu vois, c'était de la poudre aux yeux. Ils ont jeté de la poudre aux yeux. Les gens ont dit oui, mais non. Moi, j'ai été observateur, j'ai remarqué qu'on s'est arrêté à un moment, et c'est ça qui est dommage. Regarde, qu'est-ce qui te saute la première fois que tu vois ça? La première chose qui te saute aux yeux, les briques. C'est les briques rouges. Et le rouge, c'est la couleur de quoi?
Le rouge, c'est la couleur du sang, le rouge, c'est la couleur des Indiens, c'est la couleur de la violence. Hein? Alors que le fléau de notre société, et tout le monde s'accorde à le dire, est la violence, ils vont te foutre des briques rouges. Mais le rouge, c'est aussi la couleur du vin, mon Dieu. Le vin qui dit vin, dit pot de vin. Ouais. Parce que tout ça, c'est magouille et compagnie, c'est politico, je ne sais pas tout quoi, mais tu vois, ça, c'est des histoires de fric. Ça me désole, hein. Attention, tu vas n'importe où que t'as comme exemple. Les gens, ils aimeraient pouvoir s'arrêter et dire, tiens, quel beau parterre, quelle magnifique asymétrie, oh, et quelle belle tonalité de briques. Mais on ne leur donne pas l'occasion non plus, alors ils préfèrent rester devant leur téléviseur et c'est dommage. Moi, personnellement, si j'avais dû concevoir ce genre de choses, j'aurais vu une habitation, tu vois, de plein pied, avec de grands parterres très aérés, un peu à la Frank Lloyd, typiquement dans l'esprit des habitations japonaises. Parce que ces gens-là, malgré tous leurs défauts, avaient compris beaucoup de choses. Nous voici donc devant... je vais laisser comme ça le PowerPoint parce que comme on va arriver à un petit extrait de film, il est évident que ça ne marchera pas autrement. Donc, un tableau de Jérôme Bosch, La Nef des Fous, en introduction à une histoire qui m'est arrivée, un peu comme celle de Dalida, et qui m'a fait énormément réfléchir par rapport à ces questions de maison. Une année, il y a déjà pas mal de temps, j'arrive à Marseille et je dois me rendre au musée d'art contemporain. Donc je prends un taxi et j'explique au taxi qu'il faut aller là, mais je n'ai pas l'adresse au musée d'art contemporain. Comme il vient d'ouvrir, personne ne connaît, surtout pas les taxis. Et je lui dis, mais écoutez, je vais me souvenir, parce que j'y suis déjà allé une fois, il faut passer près de la mer. Alors il me dit la Corniche, je dis, mais écoutez, je pense. Et puis je dis, mais à un moment, vous savez, on passera devant une statue, la statue de David. Alors il me dit, non, je vois pas. Je dis, si, mais si, c'est la statue de David, de Michel-Ange. Il me dit, non, non. Je dis, mais si, vous savez, c'est cette sculpture d'un homme qui est tout nu. Et là, il me dit, ah, le cul vers l'eau. Et je dis, le cul vers l'eau. Alors pour moi, ça ne me parlait pas, le cul vers l'eau. Mais oui, après, j'ai compris, comme il a les fesses vers la mer, les Marseillais l'ont appelé le cul vers l'eau. Et moi, j'aime beaucoup cela. J'aime beaucoup cela parce que c'est quelque part, encore une fois, la capacité à des moments de travailler sur le sens des mots, sur les images, et que le David soit devenu le cul vers l'eau. J'ai trouvé ça assez fantastique. Et là-dessus, je me suis intéressé à un autre monument de la ville de Marseille, qui est la maison du Fada. Qu'à Paris, on appelle la Cité radieuse, mais qu'à Marseille, on appelle la maison du Fada. Alors cette maison du Fada, elle s'appelle maison, hein, on ne l'appelle pas cité, on l'appelle maison. La maison du Fada, moi par naïveté ou plutôt par fainéantise, j'ai pris l'acception qu'elle s'intitule la maison du Fada, parce que c'était une manière pour les Marseillais de se moquer de cet excentrique loufoque, voilà, égocentrique et tout, qui était Le Corbusier. Mais pas du tout. À ma grande surprise, en faisant des recherches, j'ai découvert que ce n'était pas du tout pour cela qu'elle s'appelait la maison du Fada, mais tout simplement qu'en 1947, lorsque Le Corbusier dépose le permis de construire, eh bien, ses détracteurs, et pas des moindres, hein, il y a des politiques, il y a d'autres architectes, ont commandité une étude à des psychiatres pour démontrer qu'habiter la cité radieuse, eh bien, ça rendrait fou. Voilà, c'est une machine qui pourrait rendre fou. Alors ça m'a beaucoup interpellé, ça n'a pas eu de conséquences, j'ai pas réussi à mettre la main s'ils sont allés jusqu'au bout, mais en tout cas la maison du Fada vient du fait que l'hypothèse, puisque c'était le premier bâtiment hein, construit en France, qui réunirait 2000 personnes, et on n'a pas les conclusions, en tout cas. Mais le surnom
vient de cet épisode. Alors j'avais choisi cette image parce que moi je trouve qu'il y a toujours cette idée de paquebot qui peut emmener tous ces passagers, la maison du Fada, la nef des fous. Et ça m'a donné l'envie, donc il y a de cela maintenant il y a 5 ans, eh bien de réaliser, en reprenant ce que Le Corbusier appelait le casier à bouteilles, c'est-à-dire la structure dans laquelle on met les unités d'habitation. Donc à l'échelle 1/15e, j'ai réalisé ces casiers à bouteilles. Et j'ai fait de telle sorte que lorsque vous arrivez en face, vous ayez l'impression que vous êtes devenu fou. Donc, c'était donc pour notre maison du Fada. Et on arrive donc maintenant à... Je ne vous montrerai pas l'extrait parce que c'est lui qui m'a inspiré pour l'intituler. On arrive au projet pour lequel, entre autres, je suis ici. Puisque c'est un projet que j'ai intitulé Mikasa et Sukasa, qui est une expression, ma maison est ta maison. Donc toutes les expressions sur la maison, je vous en passe, Home Sweet Home, ainsi de suite. Mais Mikasa et Sukasa m'a beaucoup intéressé. J'ai trouvé à peu près entre 40 et 50 occurrences entre des films et des séries télé où cette sentence est exprimée et revient. Alors le film où je me souvenais, qui m'avait marqué, c'est dans Pulp Fiction. À un moment, John Travolta, il est avec son dealer et il lui demande s'il peut se droguer chez lui et le dealer lui répond Mikasa et Sukasa, et lui il le reprend, et à ce moment-là le film vraiment démarre dans ces passages les plus truculents. Il y a un autre film, je vais parler beaucoup de films, mais à un moment je m'étais dit on pourrait parler que de cela, que de films ou que de livres, avec cette question du livre, cette question de la maison, c'est la maison, l'habitat. Et puis en cinéma, il y a un film qui a aussi été très important dans tout le cheminement de comment amener ce projet de Mikasa et Sukasa. Ce film s'appelle The Swimmer, et c'est un film magnifique. C'est l'histoire d'un homme qui déclare aux gens « I'm swimming home ». Donc je nage, je rentre à la maison, mais en nageant. Et son projet, c'est un vrai projet artistique. Il décide de rentrer chez lui de piscine en piscine. On est en Californie, et donc il part et il remonte comme ça pour arriver chez lui. Alors c'est un film passionnant parce que c'est un film qui peut être pris à l'envers comme à l'endroit. C'est un film qui n'a pas eu de succès. Donc j'aime beaucoup cela, parce qu'il est à la fois, il arrive trop tard dans sa forme et trop tôt sur le fond, dans l'histoire du cinéma. C'est vraiment un film comme ça, une sorte d'ovni, mais que je vous invite un jour à voir. Et cette idée de « I swimming home », de partir en nageant et de rentrer chez soi en nageant, de piscine en piscine, eh bien, c'est ce parcours que je vais vous inviter à faire avec moi sur Mikasa et Sukasa.
J'aurais pu aussi, si de temps en temps, je me dis, il faudrait quand même écrire aussi. Et je m'étais dit, on pourrait intituler la conférence Un art de façade. Parce que c'est que je vais vous montrer, quelque part, c'est sans qualité. Sans qualité d'un point de vue architectural. Mais la seule qualité que nous attribuerons à cette architecture, c'est celle de cette plus-value sémantique dont je vous ai parlé précédemment. Alors, on va voir ensemble quelques-unes des images que j'ai réalisées et qui sont un voyage donc, dans un Paris. Donc je vais remettre le diaporama parce que ce sera quand même plus sympa. Voilà. Donc celle-là, maintenant, vous la reconnaissez, vous la connaissez toutes et tous, mais on pourrait faire un quiz, mais l'objet n'est pas non plus... il n'y a rien à gagner, c'est juste de s'intéresser que ces maisons n'ont pas de qualité, sauf quand je vous dirai qui l'a habité, ou l'habite encore. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, mais c'est qui? Oui, mais il y a d'autres personnes dedans, plus proches de nous. C'était Alain Delon et Romy Schneider qui habitaient là. C'est une grande dame du cinéma, c'est Agnès Varda. Agnès Varda, qui était l'épouse de Jacques Demy, et qui a fait un très beau film qui s'appelle Murmure sur la ville et les graffitis. Elle était à vendre, mais je ne sais pas si elle l'est encore. Oui, c'est ça, c'est Depardieu. C'est la maison de Depardieu, c'est derrière le Bon Marché. Non, c'est Picasso, tout simplement. C'est l'atelier de Picasso à Montmartre. C'est Barbara. Et Barbara et Arletty. Là aussi, il y a deux artistes, dont une très grande qui vient de nous quitter, c'est Jeanne Moreau. Et l'autre voisin, c'est Joe Starr. Oui, oui, c'est Coluche. Juste derrière le parc Montsouris. Oui, c'est Deneuve. Ah ben bravo, parce que moi, je ne l'aurais pas deviné tout seul. Bon, ça c'est là, il n'y a pas besoin de demander, évidemment. Bon, ça c'est trop dur. C'est Michel Piccoli. Alors celle-là, c'est sa maison, mais c'est en plus la maison qui est dans un film. Voilà. Que vous pouvez revoir dans les 400 coups, et c'est la maison de François Truffaut. C'est là où il a grandi. Alors des fois, ça a été totalement restauré. C'est la maison de Georges Brassens. Là, c'est marqué. Voilà. Yves Saint-Laurent. C'est le duplex. On est à Montmartre, si ça peut vous aider. C'est aussi un très grand peintre, c'est Van Gogh. C'est là qu'habitait Jean-Paul Belmondo.
Ça vous dit quelque chose? Comment? Oui, c'est Place Dauphine. Yves Montand, oui. Alors là, bravo. Hein. Yves Montand et Simone Signoret, ils habitaient là. C'est Claude François qui habitait là. Donc ça c'est difficile, mais là c'est Patrick Devers. On est près d'Alésia. Et là, je pense qu'on arrive vers la fin, c'était Anna Karina. Ah non, je vais oublier. Non, ça était complètement aussi, totalement refait. Hein. Mais voilà, c'est Jacques Brel qui habitait là. C'est près de la Fourche, derrière la place Clichy. Voilà. Donc, voilà ce voyage comme introduction à Mikasa et Tsoukas, à ma maison et ta maison, ma maison et votre maison. Et pour conclure, je m'étais dit que je pourrais vous inviter à venir danser. Mais bon, si vous avez simplement envie, c'est que dans toute cette aventure, qui est à la fois, comme j'ai été invité pour une résidence critique, j'ai découvert un document, alors vous m'excuserez, il est vraiment dans un très mauvais état. Comme vous pouvez voir, j'ai réussi à le télécharger, mais c'est russe, et c'est très vieux. C'est un document, un clip d'Adriano Celentano. Et c'est un clip d'une chanson sur laquelle vous avez tous fredonné et chanté, c'est I Want to Know. Vous savez, c'est I want to know, I want to know. Et si vous écoutez bien les paroles, eh bien, c'est une charge frontale contre l'architecture rationaliste, fonctionnaliste. Il y en a eu très peu comme ça, hein. En tout cas en musique, j'en ai pas trouvé beaucoup. Et c'était un succès où les gens dansaient et chantaient sans comprendre, je pense, vraiment le sens des paroles. Donc, je vous avais amené la traduction. Je peux vous la faire, parce que je suis bilingue italien, mais je ne pourrais pas vous la faire en live, mais je peux vous dire, je voudrais savoir, comment font les gens pour concevoir de telles horreurs. Je voudrais savoir comment on peut vivre comme des anchois, serrés comme des anchois, dans des endroits où les enfants naissent avec des rides. Comment on peut concevoir d'habiter un endroit qui est comme une carie, voilà, et donc ainsi de suite. Et je voudrais comprendre. Et vous verrez dans ce clip, qui est très étrange, c'est Adriano Celentano et qui se retrouve devant une maquette d'une architecture. Voilà, et il y a les décors du Colisée. Bon, c'est fait de briques et de broc, mais la chanson, qui est un succès et qui a fait d'Adriano Celentano, qui lui a donné cette célébrité, hein, cette notoriété, elle était la première, puisque la seconde, sur laquelle vous avez passé tous vos étés à danser, à vous égayer en boîte de nuit ou en club vacances, c'était Svalutation, hein, qui était une charge, elle, contre la finance. Je veux dire, vraiment, Adriano Celentano, il faut le réécouter, parce que je me dis, on n'a pas aujourd'hui de grands succès de variété qui soient aussi engagés frontalement sur des questions qui touchent ou à l'urbanisme ou à l'économie.
Donc je vous propose pour conclure d'écouter et de voir, je m'excuse encore parce que je n'ai pas trouvé d'autres sources que ce site russe pour écouter aujourd'hui I Want to Know d'Adriano Celentano. I want to know, vorrei sapere, I want to know, vorrei sapere, vorrei sapere, I want to know, vorrei sapere, I want to know, come fa la gente a concepire di poter vivere nelle case d'oggi inscatolati come le acciughe, nascono i bimbi, piangiare le rughe. I want to know, I want to know, I want to know, vorrei sapere, I want to know, vorrei sapere, perché la gente I want to know, non dice niente, I want to know, I Mr. Hyde, I Dr. Jekyll, i costruttori di questi orrori che senza un volto hanno le case dove la carie germoglia già. I want to know, I want to know, I want to know, I want to know. That I for that, what's the thing for the fire? What they have to get that is for never never. Don't they have a party for fire? Top of them, 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 I want to know, vorrei sapere, I want to know, vorrei sapere, vorrei sapere, I want to know, vorrei sapere, I want to know, come fa la gente a concepire di poter vivere nelle case d'oggi. I want to know, I want to know, I want to know, I want to know. I want to know, vorrei sapere, I want to know, vorrei sapere, perché la gente I want to know, non dice niente, I want to know, I Mr. Hyde, I Dr. Jekyll, i costruttori di questi orrori che senza un volto hanno le case dove la carie germoglia già. I want to know, I want to know, I want to know, I want to know. Voilà. Ben voilà.